te propose qu'on évoque un autre sujet qui est vraiment le comment on choisit son école. C'est-à-dire, c'est quoi les bons critères, quelle démarche il faut avoir dans sa tête pour choisir la bonne école. Et je vais même aller plus loin. À mon avis, ça marche aussi pour son entreprise, parce qu'à mon avis, c'est les mêmes critères. Alors, sur cette partie, je vais me faire un peu l'avocat du diable, notamment parce que je trouve que ce soit les entreprises, mais c'est un peu plus connu, quoique, mais les écoles aussi depuis quelques temps, il y a un discours marketing qui est un peu, moi je trouve, dangereux parfois, parce que il y a des élèves qui ne savent pas, qui n'ont pas les codes, et donc il faut quand même apprendre à faire la différence entre ce qu'on vous raconte qui va se passer dans l'école et la réalité de ce qu'est l'école. Et puis je pense qu'on a aussi des expériences très différentes, toi et moi, sur cet aspect, parce que moi en école de commerce, c'est quand même beaucoup plus marketé, alors que j'ai l'impression quand même que Polytechnique te donne quand même ce qu'ils t'ont annoncé, quoi. Sur le fond, sur le programme, tu veux dire? Ouais, plus même sur ce qu'ils te vendent. Tu vois, j'ai l'impression que ce que l'école te promet... Ouais, alors si on revient donc à la question initiale, comment on choisit son école? C'est ça la question? Ouais. Alors écoute, moi j'ai envie de te dire qu'il y a sur les écoles d'ingénieurs en tout cas, il y a les premières écoles que j'ai fait moi, et avec du recul, j'aurais peut-être dû faire autrement. Mais tu te poses même pas la question. Tu sais que c'est les meilleures écoles et on te dit mais de toute façon t'as une porte ouverte. Enfin tu peux faire ce que tu veux après, donc tu te poses pas la question. Tu te dis puisque c'est la meilleure école, j'ai qu'à y aller et puis je réfléchirai après de ce que j'ai envie de faire dans la vie. Voilà, ça me laisse du temps encore. En revanche, si tu as déjà une idée de ce que tu veux faire dans la vie, c'est très important de choisir l'école en fonction de ça. Et moi, je me souviens d'un copain qui était à fond sur le sport automobile, qui avait repéré une super école d'ingénieur spécialisée dans le sport automobile. Mais tous les profs lui disaient mais non, mais va en école d'ingénieur généraliste, c'est beaucoup mieux. Il était mais en fait, vous n'avez pas compris, moi je veux travailler là-dedans. Enfin, voilà. Et ça aurait été beaucoup plus difficile. Donc il a choisi finalement cette école-là spécialisée et ça aurait été beaucoup plus difficile pour lui de bosser dans ce secteur-là sans avoir fait cette école spécialisée. Et d'ailleurs, elle était moins bien classée parce qu'elle était spécialisée, cette école. Donc sur l'ensemble des critères, elle avait une moins bonne note au classement. Mais ça ne veut pas dire que sur la thématique de spécialisation, elle n'était pas bonne, quoi. Ouais, tu recoupes, tu as été un peu plus vite que ce que j'avais prévu, mais c'est pas grave. Effectivement, je crois le premier critère, et alors je crois que c'est vraiment pas le cas en école d'ingénieur, donc ce que je dis s'applique beaucoup plus aux écoles de commerce, mais moi j'ai eu le sentiment de franchement pas apprendre grand chose en école de commerce, même si, et donc je nuance quand même mon propos, c'est très variable en fonction des écoles. Moi dans l'école où j'étais, c'était une école assez sérieuse où on travaillait, c'est une des rares je crois quand même. En général, en école d'ingé, on travaille pas beaucoup non plus, hein. Voilà. Et on n'apprend pas grand chose non plus. Donc moi j'ai le sentiment qu'en fait déjà la première chose finalement qu'on va chercher en école, c'est plutôt un label, une carte de visite qui t'ouvre des portes, effectivement. Et un réseau, ouais. Et un réseau, c'est ce que tu dis. Donc un réseau, soit que tu peux contacter directement pour avoir des informations, pour apprendre des choses, pour avoir des stages. C'est parfois aussi une carte de visite qui te permet d'intégrer soit des clubs qui sont reliés à l'école d'intérêt. Donc par exemple, tu vois, si tu t'intéresses à l'aéronautique, des clubs d'aéronautique dans lesquels l'école a un pied, voilà, ou d'intégrer des clubs qui, du fait de ton passage par Polytechnique ou par une grande école, vont t'ouvrir les portes. Donc à mon avis, c'est ça qu'il faut aller chercher et c'est ça qui est la réalité des grandes écoles. Et tu le disais très très bien, c'est un autre point que je voulais souligner, c'est que l'école, et ça il faut le dire très clairement, je suis désolé de le dire aussi froidement, mais aucune école va vous aider à réaliser vos rêves, vos projets ou vos objectifs. Ouais, tu vois ce que tu disais tout à l'heure, si tu viens avec des rêves, des objectifs très précis et que tu sais à quoi l'école va te servir à les réaliser, là ça va marcher. Mais l'école en soi, et donc là quand l'école vous vend des vidéos hyper expérientielles où les élèves bouffent le monde entre guillemets, ça c'est du bullshit. Ça va pas se passer comme ça. Ouais, malheureusement, moi je trouve que ce qui manque, en tout cas à l'époque où j'y étais, c'était ce temps où on se questionnait, un peu d'introspection pour pouvoir mieux comprendre ce qu'on avait envie de faire dans la vie. Alors il y en avait certains qui savaient déjà, et super, et j'espère pour eux que ça n'a pas trop évolué, enfin que ça a plutôt évolué dans la même direction. Mais c'est pas l'école qui va te faire cogiter. Et alors si, tu peux avoir des expériences à l'école, parce que ce qui se passe en école d'ingénieur et à Polytechnique, mais pas que, hein, c'est qu'il y a plein d'assos, plein d'associations, et donc tu peux expérimenter, hein, en te mettant dans des assos, en dirigeant une asso,
en faisant des choses au travers des associations, tu peux expérimenter. Mais c'est intéressant ce que tu dis. En gros, ce que tu dis, c'est l'idéal, évidemment, on y reviendra après, et particulièrement dans le podcast sur ton parcours, c'est de venir avec un projet, c'est de venir avec un désir, avec des objectifs personnels, de savoir en fait toi ce que tu as envie de faire dans la vie, et ensuite en quoi l'école elle va t'y aider. Mais si c'est pas le cas, effectivement tu as raison, le meilleur moyen de le savoir, c'est d'utiliser tout ce que l'école te donne, les associations, les stages, les conférences, les stages, les cours, les confs, pour goûter à des choses et le déterminer, mais on te le présente pas comme ça, je crois. Non, pas du tout. Non, on te le présente, on essaye de te faire rêver en début d'année avec plein de vidéos, effectivement, comme tu parles là. Et en fait, le plus dur, notamment à Polytechnique, parce que je pense qu'il y a un nombre d'associations qui est assez grand, je me souviens plus, mais il me semble que c'est particulièrement élevé, c'est de choisir. C'est extrêmement difficile de choisir parce que tu as accès à tout, quoi. Mais vraiment à tout. Si tu as envie de faire du saut en parachute, expérimenter le saut en parachute, tu peux. Si tu veux rencontrer le président d'Afrique, d'un pays africain, tu peux. Si tu veux apprendre le japonais et faire je sais pas quoi, tu peux. Enfin, vraiment, tu as accès à tout. Et donc, le plus dur, c'est de choisir et de se connaître. En fait, c'est vraiment ce que tu dis parce que je trouve que ça souligne à quel point, du coup, c'est d'autant plus injuste d'une certaine manière si tu sais pas ce que tu veux faire. Parce que si tu sais, t'as juste qu'à choisir. T'as juste à aller dans la bonne direction. Voilà, c'est ça. Si tu sais pas, tu regardes un peu partout et tu goûtes un peu à tout, mais rien. Ça te ferait presque tourner la tête même. Ouais, et moi du coup j'étais dans cette situation-là et à un moment donné j'ai fini par poser mes valises et aller dans quelques directions, mais a posteriori j'aurais peut-être pas fait ce choix-là, quoi. Parce que j'ai pas eu l'impression d'avoir un temps de réflexion pour aller dans les assos qui me plaisaient, mais je savais pas justement ce qui me plaisait. Et alors c'est marrant parce que du coup, est-ce qu'une fois que tu as été admise à Polytechnique, est-ce que tu avais la possibilité de prendre une année de césure ? C'est-à-dire, est-ce que tu pouvais décider de décaler à l'année suivante ton intégration et prendre une année pour... Parce qu'il y a des écoles qui proposent, il y a beaucoup d'erreurs, du coup je le dis, il y a notamment les écoles de commerce, mais je crois que ça marche aussi avec les écoles d'ingénieurs. Ça dépend des écoles, il faut que vous demandiez quand vous êtes admis. Donc d'abord, il faut passer le concours et être admis. Mais une fois que c'est le cas, vous pouvez demander à décaler votre admission d'une année pour prendre une année off. Et à mon avis, si vous arrivez à attraper une très très bonne école comme l'IX ou comme HEC, mais en revanche que vous n'avez aucune idée de ce que vous voulez faire, vous avez fait le plus dur. Maintenant, prenez une année pour vous, en toute détente. Parce qu'en plus, vous savez que l'année suivante, vous allez dans une très bonne école. Mais pour vous connaître et pour en profiter une fois que vous y serez, quoi. C'est une bonne méthode. Après, Alix, moi, je ne l'ai jamais vu. Mais encore une fois, c'était en 2013 et ça a sûrement évolué. Je ne l'ai jamais vu. En revanche, j'ai vu des gens qui ont fait des années de césure pendant le cursus. Polytechnique, contrairement aux autres écoles d'ingénieurs, ça dure 4 ans. Parce que c'est 3 ans d'école d'ingénieur un peu classique, plus une 4e année obligatoire où on doit faire un double diplôme dans une autre école. Donc ça dure 4 ans. Et c'est double diplôme ou pas de diplôme. C'est pas j'ai première partie du diplôme. Non, c'est 4 ans ou c'est rien. Il y en a qui, malgré ces 4 ans, je dis malgré parce que c'est un peu plus long du coup, décident quand même de se prendre une année de césure au milieu pour justement réfléchir à leur projet professionnel. Donc ils font le choix aussi de prendre de faire ce parcours en 5 ans, ce qui peut avoir du sens pour certaines personnes. Après, dans ce cadre-là, c'est pas la même pause que ce que tu racontais. C'est que c'est une pause professionnalisante où tu vas faire des stages ou des services civiques ou des choses comme ça. Donc tu es dans le concret, tu vas déjà mettre les mains un peu dans le cambouis. Et... quand je parle d'une année de césure, ça veut pas dire une année où tu pars en Australie nager pendant Après, un an. Ça peut te faire avancer de partir en Australie et nager avec les requins. Enfin, si. Alors, moi, je suis convaincue que le temps fait les choses et après, effectivement, l'expérience peut confirmer ou pas. Mais c'est juste laisser l'espace, en fait, au cerveau. Et c'est ça qui va laisser émerger le désir profond. On va pas être d'accord sur ce point, mais je vais pas épiloguer. Alors, avant de conclure sur ce point, je voulais rappeler une petite chose. Ce que tu disais tout à l'heure, c'était finalement, donc tu étais jeune, tu n'avais pas encore de projet parfaitement arrêté, et donc tu t'es décidé en fonction, donc, j'imagine, du classement, et puis de toute façon aussi Polytechnique, c'est un petit peu... quand tu vois que tu es admissible à Polytechnique, tu fais je vais passer les concours, et puis si tu es admis, en vrai, très peu de gens refusent. Il y en a qui refusent, mais il y en a vraiment très peu. Ouais.
Et alors du coup, ça me fait venir un point qui est, souvent j'ai l'impression, et alors particulièrement les étudiants d'école de commerce, j'ai encore vu l'autre jour un classement passer, c'est-à-dire que on voit les classements passer assez régulièrement. Il y a aussi les classements sur les revenus, donc c'est-à-dire les revenus à la sortie de l'école. Et j'en ai vu passer un il n'y a pas très longtemps. Revenus à 3 ans, c'était mais complètement incohérent. C'est-à-dire, dans mes amis, si je fais des stats, personne ne gagnait ça à la sortie après 3 ans. Donc c'est-à-dire qu'en fait, je ne sais pas d'où ils sortent ces chiffres. En plus, tu veux dire? Ah non, on gagnait beaucoup moins. C'est-à-dire En moins. que. Ouais, en moins. Enfin, les gens gagnaient moins que On le gagnait chiffre. Voilà, Voilà. c'est ça. Donc en fait, on te dit, bah voilà, si tu fais cette école-là, au bout de 3 ans, tu vas gagner autant d'argent. Sauf que la réalité, c'est que en étant sorti de ces écoles-là, et en regardant les chiffres, tu te rends compte qu'il y a un décalage qui est donc... On raconte un peu des cracks aussi aux élèves qui rêvent du coup de ça. Après, ça dépend ce que tu fais, quoi. Si tu sors de l'X et que tu vas en finance, je pense que tu gagnes bien 2-3 fois le salaire moyen d'un polytechnicien, hein. En revanche, si tu décides de monter une asso, c'est l'inverse, hein. Tu gagnes la moitié du salaire moyen d'un polytechnicien. Ça dépend aussi vachement du secteur, quoi, hein. Peut-être que c'est la méthodologie, ouais, t'as raison. Peut-être qu'il faut regarder les chiffres dans le détail. Ouais. Ouais, c'est possible. Mais en fait, ce que je voulais rappeler, c'est que finalement, l'école, le principal attrait de l'école quand vous savez pas ce que vous voulez faire, c'est d'ouvrir une porte et donc d'une certaine manière de vous positionner dans la pyramide sociale. Si vous n'avez pas fait d'études, bah, vous serez tout en bas de la pyramide. Si vous avez fait une licence, vous serez dans la moyenne basse de la pyramide. Master, doctorat, vous allez être dans le milieu haut. Et puis si vous faites une grande école, bah, vous commencez à être dans le haut de la pyramide. Si vous faites une école de top 5, vous commencez à être tout en haut. Mais pour autant, donc c'est ça que ça vous garantit, c'est que vous allez commencer votre carrière en haut de la pyramide, mais comme c'est pas une garantie de créativité, d'intelligence, d'innovation, ou même d'être une personne intéressante, ça veut pas dire que vous allez arriver au sommet de la pyramide. Et moi je trouve que c'est ça un peu qu'on vend parfois aux élèves, et c'est parfois aussi ce que vendent les boîtes, c'est on est au top, vous allez être au top. Mais en fait, non. C'est la dynamique, elle doit être duale. C'est-à-dire, il faut que toi, tu aies ta dynamique et que effectivement tu t'inscrives si tu es motivé, si tu as des projets, si tu es quelqu'un d'intelligent, d'actif, qui prend des risques et que tu fais HEC, il y a des chances que tu puisses monter une belle boîte. Si en revanche, tu es quelqu'un de passif, plan-plan, moyennement intelligent, mais qui a réussi à se débrouiller pour arriver à HEC, tu vas pas avoir une carrière fulgurante non plus. Donc, je voulais dire, je trouvais que c'était important. Est-ce que tu veux rajouter un truc sur ce point ? Non, enfin, je trouve que tu as raison. Faire une grande école, c'est un coup de pouce, mais ça fait clairement pas tout, hein. Et un truc que ça fait, par contre, en entreprise, c'est que ça peut mettre la pression. C'est-à-dire que les boîtes ont plus d'attentes. Ça va, enfin, c'est logique, hein, ça va avec. Après ça se gère bien, mais par défaut, ils vont peut-être avoir plus d'attentes, ouais, c'est normal. Et aussi, il peut y avoir un peu plus de jalousie. Enfin, ça paraît bête aussi, mais entre les autres collabs et tout, qui n'ont pas forcément fait des très grandes écoles, mais des écoles très bien par ailleurs, hein, mais voilà, ça peut aussi créer ce sentiment-là. Ouais, parce que ça, c'est un sujet qui est hyper intéressant. On l'avait évoqué avec François Brotte dans je crois que c'était le deuxième podcast. Deuxième épisode, pardon. Lui, il n'est pas du tout issu d'une formation d'élite et pourtant il a accédé à des fonctions de direction très importantes. Il a travaillé avec des polytechniciens, avec d'autres personnes qui étaient issues de formations d'élite. Et ce qu'il disait, c'est que c'est des gens de grande qualité, souvent. Mais effectivement, le label de l'école n'est pas une garantie. En fait, le label, c'est le moins mauvais mode de fonctionnement. C'est comme le bio, c'est comme les normes sur l'électricité, sur le gaz. Ça garantit que en général, ce soit bien. Mais ça ne veut pas dire que les gens qui n'ont pas ce label ne sont pas des gens exceptionnels et que les gens qui ont ce label sont des gens exceptionnels. Et donc là, c'est pareil. Et lui, il disait que peut-être ce qu'il a un peu frustré dans ses échanges avec ces gens-là, c'est que quand tu es rentré dans un moule et que tu es rentré dans un moule qui est prestigieux et qui te permet d'accéder à tout, bah, parfois, tu n'as pas le mécanisme mental de te dire en fait, je peux en sortir et je peux aller plus loin ou je peux aussi m'exprimer en dehors du moule. Est-ce que toi, tu as ressenti ça aussi et je le ressens encore, hein. J'ai encore un peu cette étiquette que j'ai du mal à retirer. Par exemple, dans le choix de mes postes professionnels, il y a des trucs que je me refuse parce que je me dis mais non, je peux pas. Enfin, j'ai pas fait une grande école pour faire ça aujourd'hui. Admettons si demain je me prends de passion pour
pour un métier artisanal, je pense que malheureusement, au début, j'aurai des barrières qui vont m'empêcher d'aller dans cette direction-là. Peut-être qu'avec le temps, petit à petit, je vais dépasser ces barrières-là, mais en tout cas, a priori, elles seront bien là, ces barrières. Et c'est dommage parce que ça se trouve, je suis une super pâtissière, on ne sait pas, tu vois. Oui, mais après, j'ai envie de te dire, Soulage, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, c'est un artisan. Ouais. Quand t'es peintre ou quand t'es écrivain ou quand t'es un artisan. Donc oui, ça dépend. On en a déjà parlé en off, mais c'est juste Polytechnique, c'est l'injonction à être au top de ce que tu fais, quoi. Et donc si tu fais quelque chose, Mais intellectuellement. Souvent. Ouais. Souvent, t'as quand même l'étiquette intellectuel. Tu es un intellectuel ou pas forcément tu es un intellectuel, mais en tout cas, tu aimes être drivé par ton cerveau et réfléchir et passer ta journée à réfléchir. Mais en vrai, pas forcément. Enfin, ça dépend de chaque personne. Ok, alors donc du coup si on doit conclure, j'ai l'impression que la grande question c'est qu'est-ce que vous attendez de l'école, de la formation, de l'entreprise, parfois du coaching aussi quand vous allez voir une structure pour être coaché. Intéressez-vous moins à ce qu'on vous vend et à ce qu'on vous raconte que vous allez accomplir et plus à ce que vous vous attendez de cette structure, et pour voir si ça peut matcher, s'il y a une adéquation entre les deux désirs et besoins. Contacter les personnes qui ont fait cette école, qui ont fait cette formation, qui ont travaillé dans cette entreprise et demandez-leur, essayez d'avoir un discours qui ne soit pas un discours politiquement correct et de savoir eux comment ils l'ont vécu, c'est quoi leur expérience, leur ressenti. Après, voilà, chaque personne est unique et chaque expérience est différente. Mais ce que tu dis, ce qui est important, c'est la pluralité des interviews, enfin voilà, des témoignages qu'on peut avoir, et aussi une diversité temporelle, c'est-à-dire quelqu'un qui vient juste d'intégrer l'école, quelqu'un qui vient de sortir de l'école, quelqu'un qui est sorti de l'école il y a 15 ans, et quelqu'un qui est début de retraite, quoi, pour avoir beaucoup de recul. Donc je pense que c'est hyper important. Voilà.